Bienvenue dans des Deep Dive. On plonge aujourd'hui, préparez-vous, dans l'univers, complexe et fascinant de l'assassinat de JFK. Ouais. Des décennies après le drame de Dallas, toujours des questions persistent des doutes. Et le débat fait rage. Ouais, c'est ça. On a rassemblé pour vous une sélection d'articles, de recherches, de documents, de témoignages. Une véritable plongée dans le travail de ceux qui cherchent à démêler le vrai du faux. Et croyez-moi, c'est un travail colossal. L'affaire JFK, un véritable labyrinthe. Ouais. Chaque pièce du puzzle semble mener à de nouvelles questions, de nouvelles pistes. Mystère. Mystère, exactement. Et justement, aujourd'hui, on ne va pas essayer de vous convaincre d'une théorie en particulier. Non. Plutôt explorer ensemble ces zones d'ombre, les incohérences. Ces détails troublants qui alimentent le mystère JFK depuis tant d'années. Ouais, On va décortiquer les faits, les témoignages, les analyses tout à fait. pour vous donner les clés et vous forger votre propre opinion. Exactement. Et pour naviguer dans ce dédale d'informations, on a la chance d'avoir avec nous un expert chevronné. Disons que j'ai passé un certain nombre d'années à me pencher sur cette affaire, Ah oui? à éplucher les documents, analyser les témoignages. Parfait. Alors, commençons par un élément qui a toujours attisé les théories du complot. L'existence possible de faux Oswald. Ah, les fameux sosies abourés. On retrouve des témoignages intrigants dans les Kennedy Assassination Chronicles. Des gens qui auraient croisé un homme ressemblant étrangement à Oswald avant l'assassinat. Par exemple, la famille Budreau, en Louisiane. Oui, Ils affirment avoir rencontré un homme ressemblant à Oswald quelques semaines avant le drame. Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous et vous tombez nez à nez avec celui qui sera accusé d'avoir assassiné le président quelques semaines plus tard. c'est troublant, n'est-ce pas? Il y a d'autres exemples. Un certain Oswald aurait séjourné dans un motel à Pulaski avec 2 enfants, Ah oui? alors qu'Oswald n'avait que des filles. Et que dire de ce témoignage d'employé d'un magasin de meubles? Qui affirme avoir reçu la visite d'un Oswald souhaitant avoir un fils aidé. Si on prend ces témoignages au sérieux, on peut se demander s'il n'y avait pas une volonté de créer une confusion autour d'Oswald, de le faire apparaître à différents endroits, à différents moments pour brouiller les pistes. C'est comme si on essayait de créer un log, une fausse piste pour détourner l'attention de la vérité. Exactement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Est-ce que ces faux Oswald étaient des agents d'une quelconque organisation, des pions manipulés dans le cadre d'un complot plus vaste? Ou est-ce qu'on est face à de simples erreurs d'identification? Des coïncidences troublantes, mais qui ne remettent pas forcément en cause la version officielle d'Oswald. Difficile de trancher avec certitude. Mais ces témoignages, même s'ils sont isolés, sèment le doute. Ils nous montrent que l'histoire officielle n'est peut-être pas aussi solide qu'elle n'y paraît. Et ce doute s'amplifie quand on se penche sur certains témoignages contradictoires. Des informations qui semblent avoir été volontairement cachées, voire manipulées. Je pense notamment au cas de John Elrod, Oui, qui affirmait avoir partagé une cellule avec Lee Harvey Oswald la nuit de l'assassinat à Dallas. ah oui, le cas Elrod est fascinant. Son témoignage est précis, détaillé, il décrit Oswald avec beaucoup de détails. Mais le FBI a rapidement écarté son récit, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve qu'Oswald ait bien été incarcéré dans cette prison ce soir-là. Sauf qu'Elrod a toujours maintenu sa version des faits. Il a même affirmé avoir dit aux agents du FBI que son compagnon cellule était bien Oswald. Et des chercheurs, La Fontaine, un couple passionné par l'affaire JFK, ont retrouvé des éléments qui semblent accréditer le récit d'Elrod. Oui. Ils ont découvert des incohérences dans les registres de la prison, des témoignages de gardiens qui se souvenaient d'un détenu ressemblant à Oswald. Ce qui est troublant, c'est le manque d'intérêt du FBI pour ces éléments. Pourquoi ignorer des informations potentiellement capitales? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce de la négligence? Ou est-ce qu'il y a une volonté délibérée de passer sous silence des éléments qui ne collaient pas avec la version officielle? Si on suit cette logique, on pourrait imaginer que le FBI cherchait à protéger quelqu'un ou quelque chose. C'est une hypothèse. Difficile d'en être certain, mais le manque de transparence du FBI dans cette affaire est pour le moins suspect. Et ce manque de transparence, on le retrouve aussi dans les preuves médicales, notamment en ce qui concerne la blessure au dos de JFK. Une blessure qui a son importance, car elle est au cœur de la théorie de la balle unique. Oui, la théorie de la balle magique. Selon cette théorie, une seule balle aurait traversé le coude de Kennedy, puis aurait blessé le gouverneur Connolly au dos, au poignet et à la cuisse. Une théorie qui a toujours suscité la controverse, beaucoup la jugeant physiquement impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que les descriptions de la blessure au dos de Kennedy divergent. Le personnel de Parkland, où Kennedy a été transporté en urgence, décrit une petite blessure d'entrée située assez haut dans le dos. Alors que le personnel de Bethesda
où l'autopsie a été pratiquée, décrit une blessure plus large située plus bas dans le dos. Exactement. Et on a des témoignages précis de médecins de Parkland, comme le Dr. James Carrico, qui a décrit la blessure à Aaron Spector, membre de la commission Warren. Carrico était formel. La blessure était bien une blessure d'entrée. Et elle était située assez haut dans le dos. Ce qui contredit la théorie de la balle unique, qui nécessite une blessure de sortie dans le dos pour que la trajectoire de la balle soit plausible. C'est là que ça devient troublant. Pourquoi ces descriptions contradictoires? Est-ce qu'il y a eu manipulation des preuves médicales? Si oui, pourquoi? Qui aurait intérêt à modifier les rapports médicaux? C'est la grande question. Est-ce qu'on est face à une tentative de dissimuler la vérité, de protéger quelqu'un ou quelque chose? On est en plein cœur du complot, là. On dirait le scénario d'un film d'espionnage insiqué. Sauf que là, on parle d'un événement réel qui a bouleversé le monde entier. Et justement, quand on parle de preuves qui ont pu être manipulées, on ne peut pas passer à côté du film Zapruder. Vous savez, ce film amateur qui capturait l'instant fatidique de l'assassinat. Le film Zapruder, c'est une pièce maîtresse du dossier GFK. On y voit la limousine présidentielle, on voit Kennedy qui est touché, on voit la réaction de Jackie Kennedy. C'est un document exceptionnel, mais... Mais il y a un mais, bien sûr. Oui, il y a eu des appels à faire don du film original aux archives nationales pour une vérification d'authenticité. Pourquoi cette demande? Parce qu'il y a des suspicions de manipulation. Certains experts affirment que le film a pu être modifié, retouché, pour masquer certains détails gênants. Attendez. Vous voulez dire que le film qu'on a tous vu, celui qui est diffusé dans les documentaires, celui qui est analysé par les experts depuis des décennies, pourrait ne pas être la version originale? C'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Si le film a été modifié, cela signifie que la manipulation a commencé dès les premières heures après l'assassinat. Imaginez l'ampleur du complot qu'il aurait fallu mettre en place pour faire ça. C'est vertigineux. Et ça remet en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'affaire JFK. Si on ne peut même plus faire confiance aux images, à quoi peut-on encore se fier? C'est la question fondamentale qu'on doit se poser. La vérité, quelle qu'elle soit, est-elle vraiment accessible? Ou est-ce qu'on est condamné à naviguer dans un océan de mensonges, de manipulations, de secrets d'État? On est déjà bien loin de la version officielle, et on n'a même pas encore abordé la théorie de la balle unique en détail. Ah oui, la théorie de la balle unique, c'est un élément central du rapport de la commission Warren, mais c'est aussi un des éléments les plus contestés. Et pour cause du vecteur le deuxième d'Ota, on a du mal à comprendre comment une seule balle a pu faire autant de dégâts, suivre une trajectoire aussi improbable. Exactement. Et il y a un détail qui a son importance, et qui est souvent mal compris, la confusion entre clip et chargeur, en anglais. Expliquez-nous ça, parce que je dois avouer que je ne suis pas sûr de bien comprendre la nuance. Alors en anglais, on utilise le terme clip pour désigner ce qui maintient les cartouches ensemble, et le terme chargeur pour désigner le dispositif qui contient les cartouches et le clip et qui est inséré dans le fusil. D'accord, mais quel est le rapport avec la théorie de la balle unique? Le rapport, c'est que certains experts, comme Gerald Posner, un fer défenseur de la théorie officielle, utilisent les termes clip et chargeur de manière interchangeable dans leurs analyses. Et en quoi c'est un problème, Kay? C'est un problème parce que cela crée une confusion sur le fonctionnement du fusil utilisé par Oswald, un Mannlicher Carcano. Si on comprend mal le système d'alimentation du fusil, on peut tirer des conclusions erronées sur la rapidité de tir d'Oswald. Ah, je vois. On pourrait penser qu'Oswald a pu tirer plus vite qu'il ne le pouvait réellement, ce qui rendrait la théorie de la balle unique plus plausible. C'est exactement ça. Et ce qui est troublant, c'est que cette confusion entre clip et chargeur n'a pas été relevée par la commission Warren. Soit ils n'ont pas fait attention. Soit ils ont choisi de fermer les yeux sur un détail qui aurait pu fragiliser leur conclusion. C'est dingue. On parle d'une commission chargée d'enquêter sur l'assassinat d'un président, et ils passent à côté d'un détail aussi important. C'est ce qui rend cette affaire si fascinante et si frustrante à la fois. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on tire sur un fil, on découvre un nouveau nœud, une nouvelle contradiction, une nouvelle zone d'ombre. Et le plus troublant, c'est que même certains membres de la commission Warren ont exprimé des doutes sur leurs propres conclusions. Absolument. Des commissaires comme John Sherman Cooper, Alan Deuce ou encore Hale Boggs ont émis des réserves sur la théorie de la balle unique, sur le manque de preuves contre Oswald, sur la rapidité de l'enquête. Mais alors, pourquoi avoir validé le rapport final s'ils avaient des doutes? Difficile de répondre à cette question avec certitude. Peut-être qu'ils ont subi des pressions, peut-être qu'ils ont pensé que c'était la meilleure solution pour éviter de plonger le pays dans le chaos.
Ou peut-être qu'ils savaient qu'en creusant trop profond, ils allaient découvrir des choses qu'ils ne voulaient pas savoir. C'est une possibilité. Et c'est ce qui rend l'affaire JFK si captivante. On est face à un mystère qui n'a jamais été vraiment résolu. On a soulevé beaucoup de questions aujourd'hui, Oui, mais on n'a fait qu'effleurer la surface. l'affaire JFK, c'est un puzzle géant et on est loin d'avoir toutes les pièces. Et c'est à chacun de se faire sa propre opinion en se basant sur les éléments disponibles. Exactement. Il faut rester critique, analyser les informations, les confronter, les remettre en question. Et surtout, ne jamais oublier que la vérité est souvent plus complexe qu'elle n'y paraît. On va reprendre notre exploration de l'affaire JFK. On avait évoqué cette confusion entre clip et chargeur. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est pas juste un détail technique, ça a un impact direct sur la théorie de la balle unique. C'est vrai, vous avez dit que ça jouait sur la rapidité de tir possible avec le fusil d'Oswald. Concrètement, ça change quoi? Imaginez, vous êtes un membre de la commission Warren. Vous devez enquêter sur l'assassinat du président. Devant vous, le fusil d'Oswald, un mal léché à carcanon. Vous devez déterminer s'il a pu tirer ces 3 coups de feu en si peu de temps. Et donc, si on pense à tort que le fusil peut tirer plus vite, on est plus enclin à croire qu'Oswald a pu agir seul. Exactement. Cette confusion alimente l'idée qu'Oswald aurait eu le temps de tirer. Mais si on prend le vrai fonctionnement du Manéchar Carcano, avec son système de chargement plus lent, là, la théorie de la balle unique devient beaucoup plus difficile à défendre. Et ça ouvre la porte à d'autres scénarios, impliquant peut-être plusieurs tireurs. Tout à fait. Si Oswald n'a pas pu tirer aussi vite que le prétend la version officielle, il faut envisager d'autres possibilités, d'autres tireurs, d'autres angles de tir. Une orchestration plus complexe. Fascinant de voir comment un détail technique anodin peut changer notre compréhension de l'événement. L'affaire JFK est pleine de ces détails apparemment insignifiants qui, quand on les examine, révèlent des failles. Et c'est ce qui rend l'affaire si captivante. Absolument. Pour tant de chercheurs, d'historiens, de passionnés, une véritable chasse au trésor, où chaque indice peut nous rapprocher de la vérité. Absolument. En parlant d'indices troublants, on a évoqué les doutes de certains membres de la commission Warren eux-mêmes. Oui, c'est incroyable de penser que ceux qui ont mené l'enquête officielle en aient mis des réserves. Prenons l'exemple de John Sherman Cooper. Convaincu qu'il y avait eu conspiration, qu'Oswald n'avait pas pu agir seul. Il a même écrit une lettre au président Lyndon Johnson Ah oui? pour exprimer ses inquiétudes. Et Allen Dulles, l'ancien directeur de la CIA, lui aussi avait des doutes. Dulles, un homme d'expérience, fin stratège. Il connaissait les rouages du pouvoir, les jeux d'ombre des services secrets, et il a senti que quelque chose clochait. Mais alors, si des membres aussi influents de la commission War avaient des doutes, pourquoi ont-ils validé le rapport final? La question a $1 million. Peut-être ont-ils subi des pressions. Le gouvernement, soucieux de clore l'affaire, évitait la panique. Ou peut-être qu'ils ont craint de déclencher une crise politique? C'est une possibilité. N'oublions pas l'assassinat de JFK en pleine guerre froide. Un contexte de tension extrême. Révéler l'existence d'un complot aurait pu avoir des conséquences imprévisibles. On imagine le dilemme. Tiraillés entre leur devoir de vérité et la raison d'État. Et il y a aussi le cas de Hale Box, qui a exprimé des doutes sur la culpabilité d'Oswald. Ce qui est troublant, c'est qu'il est mort dans un accident d'avion quelques années plus tard. Un accident jamais élucidé. Ah, attendez. Un lien possible entre la mort de Boggs et ses doutes sur l'affaire UFO. Je dis pas qu'il y a un lien direct. Disons que la coïncidence est troublante. Boggs, un homme politique puissant, critique du gouvernement. Sa mort a privé l'enquête d'un de ses plus fervents défenseurs. Effrayant de penser que des personnes qui ont osé remettre en question la version officielle ont pu être réduites au silence. Je suis pas là pour affirmer qu'il y a eu complot, assassinat maquillé, mais important de souligner ces coïncidences, ces zones d'ombre. Qui persistent. Et ça nous amène à nous interroger sur la fiabilité de l'enquête officielle. Si des membres de la commission Warren eux-mêmes ont exprimé des doutes, comment peut-on avoir une conscience absolue? Question légitime. L'affaire JFK nous montre que même les enquêtes les plus officielles peuvent être biaisées, influencées, agenda caché, pression politique, secret d'État. Et ça nous renvoie à notre rôle de citoyen, Oui. à notre devoir de rester critique. Ne pas accepter les choses aveuglément, de toujours chercher la vérité, même si elle est dérangeante. Absolument. L'affaire JFK est un rappel constant. La vérité n'est pas toujours facile à trouver. Elle peut être cachée, manipulée, déformée. Mais aussi un formidable exemple de la puissance de la recherche, de l'investigation, de la volonté de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ce qui nous motive à continuer à explorer cette affaire.
décortiquer les indices, analyser les témoignages, confronter les versions. L'assassinat de JFK a marqué l'histoire des États-Unis. Important de continuer à l'étudier, à le questionner, à le comprendre. On a parlé des témoignages contradictoires, des preuves suspectes, des doutes de la commission Warren, mais il y a encore un aspect crucial qu'on n'a pas abordé, le rôle des services secrets, notamment la CIA. Ah oui, la CIA, acteur incontournable de l'affaire. Difficile de parler de cet assassinat sans évoquer le rôle trouble de l'agence. On a l'impression que la CIA est omniprésente, mais toujours dans l'ombre, tirant les ficelles en coulisses. C'est vrai. La CIA était très active à l'époque, notamment dans la lutte contre le communisme, opérations clandestines partout dans le monde, parfois en marge de la légalité. Et on sait qu'Oswald avait des liens avec la CIA. Il avait même tenté de se faire engager quelques années avant l'assassinat. Oui, Oswald, un profil atypique. Un passé trouble. Il avait déserté l'armée américaine, il avait vécu en Union soviétique, contact avec des groupes pro-cubains. Tout cela a attiré l'attention. Mais le véritable intérêt de la CIA pour Oswald, est-ce qu'ils l'ont manipulé? Est-ce qu'ils l'ont utilisé comme un pion-coup? C'est là que les choses se compliquent. La CIA a toujours nié toute implication, mais difficile de croire qu'il n'était pas au courant de ses activités. Et il y a des éléments qui laissent penser que la CIA a peut-être cherché à dissimuler certaines informations. Après l'assassinat, Par exemple, on a parlé de John Elrod. Il affirmait avoir partagé sa cellule avec Oswald. Eh bien, le FBI, en charge de l'enquête, a transmis les infos sur Elrod à la CIA. Et ensuite, à ces CIA. Mystère, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'ils ont enquêté? Est-ce qu'ils ont cherché à le discréditer? On ne sait pas. Typique. Ils s'opèrent dans l'ombre. Ils ne laissent pas de traces. Et ça nourrit les soupçons. Si la CIA n'a rien caché, pourquoi ne pas être transparente? Pourquoi ne pas révéler ce qu'ils savent? Sur Oswald, sur les événements. La grande question. Est-ce qu'ils protègent des secrets d'État? Est-ce qu'ils craignent que la vérité déstabilise le pays? Ou est-ce qu'ils protègent leurs propres intérêts? Difficile de le savoir. Mais ce qui est certain, c'est que le rôle de la CIA dans l'affaire JFK reste un des grands mystères, non résolus. Beaucoup de choses dites sur Oswald, la théorie de la balle unique, les incohérences de l'enquête, mais il y a un aspect encore plus troublant, le comportement de la CIA. Oui, on a évoqué le passé trouble d'Oswald, ses liens avec la CIA, la possibilité qu'il était manipulé, mais au-delà d'Oswald, on a l'impression que la CIA a agi bizarrement pendant l'enquête. Absolument. Prenons l'exemple de John Elrod, ce témoin qui affirmait avoir partagé une cellule avec Oswald la nuit de l'assassinat. On sait que le FBI a transmis l'information à la CIA, et après Manapost, plus rien. Silence radio. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de cette information. Ont-ils enquêté à Tentare, cherché à le discréditer? C'est comme si l'information dérangeait. Comme si ça menaçait de révéler quelque chose qu'il ne fallait pas savoir. Exactement. Et ce n'est qu'un exemple. La CIA a été accusée d'avoir détruit des documents, surveillé des citoyens, participé à des opérations clandestines qui auraient pu avoir un lien. On a l'impression qu'ils étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets, quitte à manipuler la vérité. Terrifiant de penser qu'une agence aussi puissante puisse agir en toute impunité, sans rendre compte. Ça nous amène à nous interroger sur la démocratie. Si les services secrets peuvent agir dans l'ombre, manipuler, influencer, est-ce qu'on peut encore parler d'un état de droit? C'est une question fondamentale. L'affaire JFK nous montre que le pouvoir peut être utilisé pour des choses obscures. La vérité peut être sacrifiée au nom de la sécurité nationale. Ça nous rappelle qu'il faut rester vigilant, ne pas accepter les versions officielles sans les questionner. Toujours chercher la vérité, même si elle est difficile à accepter. On a exploré beaucoup de pistes aujourd'hui. Fausses Oswald, les doutes de la commission Warren, le rôle de la CIA. On n'a fait qu'effleurer la surface. L'affaire JFK, un vrai labyrinthe, avec ses impasses, ses fausses pistes, ses secrets. À chacun de se forger sa propre opinion, avec les éléments qu'on a. L'important, c'est de ne pas s'arrêter aux conclusions hâtives. Continuer de chercher, de questionner, d'explorer. Exactement. La vérité est peut-être là, quelque part, cachée dans les archives, dans les témoignages. Mais une chose est certaine, l'histoire de l'assassinat de JFK n'est pas terminée. Elle nous fente, elle nous interpelle. Elle nous rappelle que la quête de vérité est un combat permanent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée. J'espère que vous avez de quoi réfléchir. N'hésitez pas à partager vos conclusions, vos théories. L'enquête continue.